Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et ce sera le numéro 53, 54. 54. Ah, j'étais pas loin. Et aujourd'hui on va vous parler de 3 livres puisqu'il y en a un qu'on a lu en commun et après on vous en présentera un chacune que nous avons lu indépendamment. Voilà, c'est parti. Donc pour le premier, je pense que vous vous en doutez si vous avez suivi un peu nos pages. Puis on a fait un petit effort vestimentaire pour lui donner un petit peu d'honneur, puisque c'est le thème des fleurs est à l'honneur, puisque voilà, je vais vous donner quelques petits indices. Il est sorti il y a pas longtemps au cinéma, et c'est vrai que l'actrice principale, moi je l'aime beaucoup, puisque je l'avais découverte dans Gossip Girl. Ah oui, moi aussi. Et qu'elle est magnifiquement en ce moment habillée sur les réseaux de fleurs aussi, donc on a voulu faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Et évidemment, donc, c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. C'est le livre qu'on a lu en commun. on va suivre Lily, qui est fleuriste. Lily Blossom Bloom. Voilà. Très important. Très important, hein, puisque voilà, on nous dévoile des petites choses après par rapport à ça. Elle est à Boston, hein, elle va ouvrir sa boutique, elle va être donc propriétaire de son local, et elle va rencontrer sur son chemin, ça va être une opportunité, puisqu'elle va chercher quelqu'un pour l'aider, et elle va trouver Alyssa sur son chemin, qui va devenir au fil du temps et au fil du roman son amie. Et très intéressante parce qu'elle est très tolérante, elle est très attachante aussi, j'aime beaucoup moi Alyssa, parce que en fait c'est quelqu'un qui n'a besoin financièrement de rien. Voilà, financièrement parlant, elle veut chercher un travail parce que voilà, elle s'ennuie un petit peu, et puis son mari est très occupé par donc ses occupations professionnelles qui donc lui ont rapporté Beaucoup d'argent. voilà, beaucoup d'argent quand même. Voilà. Il a créé quelque chose, je vous dis pas dessous, hein, il a créé quelque chose, et du coup ils ont financièrement ils sont très à l'aise, et donc elle s'ennuie, donc elle va répondre à une annonce que Lily a postée, et en fait elles vont se rencontrer et ça va tilter, matcher tout de suite. Et c'est vrai que les deux petites sont très charmantes l'une avec l'autre, parce qu'en plus Alyssa est très pas directive, mais a toujours de bonnes idées pour aménager son local. Elle va beaucoup l'aider justement. Elle va beaucoup l'aider, beaucoup la porter même aussi c'est à un un moment soutien. donné. C'est un soutien. Voilà, ça va beaucoup être un soutien émotionnel comme physique, puisqu'elle va beaucoup l'aider dans la boutique, mais aussi émotionnellement. Émotionnellement, parce que, ce qui est important pour la suite. Voilà, c'est ça. Puisque, je vous dis, hein, elle va rester tout au long du roman, ce personnage. Pour une raison assez spéciale d'ailleurs, puisque si elle a une grande place, c'est pas forcément que parce qu'elle travaille pour Lily, mais aussi parce qu'elle connaît Ryle. Voilà, exactement. Lily, puisque c'est son frère, en fait, c'est le frère de Alyssa. Et en fait, Lily l'a déjà rencontré avant. Je crois que c'était 6 mois auparavant. Oui. Je crois que c'était un truc comme ça. Quelques mois auparavant, ouais. Elle l'avait rencontré sur un toit. Enfin, on vous raconte pas, c'est la première scène du livre. Mais voilà, ils s'étaient déjà rencontrés. Quel fut leur étonnement quand ils se sont vus devant la boutique. Quand elle lui a présenté son frère, en fait, elle l'avait déjà vu au moins une fois. Et contre toute attente, on pourrait se dire, tiens, on dirait que c'est fait exprès. Mais bon, parfois, des fois, le hasard fait bien les choses. Et c'est vrai que Ryle se retrouve, le frère d'Alyssa, qu'elle côtoie depuis maintenant quelques temps, puisqu'elles sont en train d'aménager, donc comme je vous ai dit, sa boutique. Et je trouve que c'est un bon début. Alors moi, pour ma part, je vais faire une petite aparté, puisque voilà, on est dans une romance, mais pas n'importe laquelle, puisque moi, je suis pas trop romancée, vous le savez. Mais c'est vrai que celle-ci, parce que voilà, Colleen Hoover, voilà, c'était la première fois que moi je lisais un livre d'elle. Vinciane a beaucoup plus l'habitude que moi de lire cette autrice, et elle m'en avait déjà dit du bien. C'est le deuxième. Donc j'étais un peu voilà en découverte, et puis j'avoue que ça m'a fait une bonne découverte dans le sens où c'est très positif. Vraiment très positif, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est les sujets qui sont abordés qui méritent de mettre en avant ce livre, malgré qu'on sait tous que voilà, l'autrice est quand même jugée problématique. Donc pour certaines raisons, voilà, on va pas les évoquer ici, mais voilà, Jamais plus, c'est une hype qu'on a vue sur les réseaux, etc. Vous le savez, on vous l'a expliqué dans la page, voilà, nous on l'a pas lu par rapport à l'autrice, mais par rapport à la hype, faut bien le comprendre. Et c'est vrai que ce livre est très bien écrit pour les sujets qu'il aborde. Voilà. Oui. Mais continuons dans l'histoire de Lily, puisque maintenant qu'elle vient de revoir Ryle après l'épisode du toit. Sur ce toit, ils avaient juste en fait discuté, mais
vraiment discuté dans le bon sens, c'est-à-dire il était pas là en mode drague, elle non plus, et puis c'était assez, je dirais pas philosophique, mais bon, ils se sont confiés en fait. Ils ont mis carte sur table finalement. Il y a eu des confessions confessions de l'un et l'autre, et c'est vrai que bon bah, c'est vrai que parfois il y a des rencontres fortuites comme ça, que ça peut arriver à n'importe qui, hein. On trouve que la personne est là pour nous écouter, donc on peut peut-être éventuellement lui délivrer des choses qu'on pourrait pas dire à personne d'autre. Ils n'étaient pas censés se revoir. Non. Donc c'est pour ça que je dis une rencontre fortuite, parce que souvent c'est des étrangers, et souvent les rencontres fortuites font que la confidence est beaucoup plus facile, parce qu'on sait très bien que ces personnes-là on les reverra jamais. C'est pas comme quand on se confie à quelqu'un qui nous est intime et qui va garder ça en mémoire dans ses tiroirs, dire voilà, bon bah tu m'avais dit ça. Là, ils sont pas censés se revoir. Voilà, ils étaient vraiment pas censés se revoir, donc ils se sont confiés des choses, et puis voilà, 6 mois après ils se revoient. Bon bah écoutez, c'est le destin, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais du coup, tout découle, enfin il y a toute une histoire qui découle avec eux, mais quand même en parallèle, on a affaire à une autre histoire que Lily a déjà vécue. D'un côté, vous avez l'histoire qui est à ses prémices, hein, entre, vous l'aurez compris, Lily et Ryle, donc je dirais moi plutôt qui va être très imposante aussi, une relation assez impossible. Enfin, au début, c'est très magique. Parce que c'est un charmeur. C'est ça. C'est quelqu'un de bien, hein, sous tout rapport, puisqu'il est quand même au premier abord, neurochirurgien, il a un très bon métier dans les mains, voilà. Il est toujours propre sur lui, on va dire, toujours apprêté, il est galant, il a des mots toujours très gentils. En fait, elle est séduite. Mais, ouais, voilà, c'est ça. Il est très séduisant. Il est très même presque enjôleur quand il lui parle, etc. Donc elle, finalement, en fait, elle va tomber dans cette sphère-là, et en fait, il va finir par lui plaire malgré elle, finalement. Et puis on trouve de toute façon qu'au début, voilà, qu'est-ce qu'elle nous pond, quoi, finalement, c'est une superbe histoire d'amour. C'est ça, on croirait que c'est presque parfait, en fait. Oui, c'est presque parfait, puisque voilà, comme j'ai dit, ils ont de très bons métiers, ils sont très bien ensemble, ils s'entendent bien, ils se projettent vers l'avenir, malgré que lui, au début, le mariage... non, il veut pas en entendre parler, parce que et puis finalement il s'aperçoit que Lily a fait tout le contraire de ce qu'il pouvait penser d'une relation comment je pourrais dire, pérennisante. Donc voilà, par rapport à ce qu'il voulait lui il était plus genre une soirée, une nuit et hop, on passe. Voilà, c'est ça. Lui, il était dans ce mood-là, elle non. Et finalement, en fait, lui, il va complètement retourner, on va dire, un peu sa veste, puisqu'il va se rendre compte qu'en fait, il est tombé amoureux d'elle, et qu'en fait, il veut essayer de lui accorder ce que elle veut en tant que femme, c'est-à-dire une relation sérieuse. Ce que lui, de base, n'est pas du tout... Pas sans lendemain, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et du coup, il va se plier à sa volonté, finalement. En tout cas, il va essayer, il va tenter. Voilà, c'est ça, puisqu'il est tombé amoureux d'elle, et qui veut vraiment essayer de faire du chemin avec elle, et de pas l'abandonner, mais genre essayer cette relation, tu vois. Bien sûr, tenter. Voilà, c'est ça, il veut tenter la relation. Rien, de toute façon, au pire, on en connaît l'issue, hein, si ça devait pas fonctionner, voilà. Mais bon, c'est pas le but de ce livre. Et donc, en parallèle, je vous disais que quand elle rencontre Ryle et qu'elle le revoit après, en parallèle, on nous donne une Lily qui est écrite dans qui retrouve son journal de quand elle était adolescente, qu'elle allait au lycée, et qui racontait ses histoires, en tout cas ce qui se passait dans sa vie, dans un journal intime. Et dans celui-ci, justement, elle parlait à une Hélène, puisqu'il fallait bien s'adresser à quelqu'un. Souvent, c'est souvent ça qu'on fait ça. Enfin bref. D'ailleurs, cette Hélène, elle tenait à l'époque aux États-Unis, un TV show, et c'est vrai que cette femme, elle est assez pertinente dans ses questions, et c'est vrai qu'apparemment, Lily, elle aimait bien, et donc elle avait décidé que c'était à elle qu'elle parlait. Voilà, dans à se confier. Journal. Voilà, elle voulait se confier à elle dans ce journal. Voilà, elle lui dédiait, parce qu'elle savait pas vraiment à qui le faire, donc c'était à elle. Et voilà, elle regardait souvent cet TV show aussi, il faut le dire, après l'école, c'est très important comme référence. Voilà, merci. Et en fait, du coup, dans ses histoires, enfin dans ses écrits, justement, elle les relit, et en fait, elle se replonge dans l'histoire, on va dire,
semi-amoureuse, pour pas tout vous dévoiler. Entre elle et Atlas, puisque ce jeune homme, elle va l'avoir rencontré tout simplement à l'arrêt de bus. C'est ça. Et finalement, elle va s'apercevoir... Parce que ses copines se moquent de lui. Voilà, ses copines se moquent de lui parce que, en fait, elle va s'apercevoir tout bonnement, à force de le regarder... Et de le voir. Et de le voir, de le regarder vivre, elle va s'apercevoir qu'il va en catimini dans une maison en face de chez elle, une maison qui est dite inoccupée. Et délabrée surtout. Et délabrée. Et donc, elle va s'apercevoir de tout ce petit manège et en fait, à un moment donné, ils vont avoir une connexion qui va faire qu'elle va lui proposer, entre guillemets, en tout bien tout honneur, et avec beaucoup de bienveillance, pas en se moquant, pas du tout, elle va l'aider. Elle va l'inviter chez elle, à regarder déjà le TV show pour le distraire, mais avant ça, elle va lui proposer donc des couvertures, elle va lui proposer de la nourriture, elle va lui proposer une douche, et des très vêtements. Important. Oui. Donc elle va d'une certaine manière être un peu son petit ange gardien au-dessus de sa tête à ce Atlas, et il va bien le prendre parce que au fur et à mesure va s'installer une certaine amitié. Ils vont avoir des petits rendez-vous comme ça, TV show, douche, manger, et puis il va repartir en catimini parce que ses parents ne sont aucunement au courant, et surtout pas d'ailleurs. Il faut surtout pas qu'ils soient au courant. Vinciane va vous expliquer pourquoi il faut surtout pas que même le père soit au courant. C'est vraiment en catimini, tout se fait dans le silence total, même à l'école, ils s'approchent pas trop, sauf un peu dans le bus, ils se mettent l'un à côté de l'autre au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Mais c'est vraiment au bout d'un moment, pour pas que les autres viennent les embêter et puis leur dire t'es avec un caca, un cochon, puisque comme il prend pas des douches au début avant qu'il connaisse Lily, il a un peu les affaires un peu sales et tout ça. Ça veut pas dire qu'il est sale, mais voilà, le regard des autres, on sait très bien ce que ça a fait, et les enfants sont vite méchants. Exactement. Entre eux. Il faut préciser qu'on vous dévoilera pas du coup l'histoire d'Atlas, de pourquoi il se retrouve là, seul dans cette maison, qu'est-ce qui lui arrive véritablement dans sa vie. On vous laisse le lire si vous l'avez pas encore découvert. Donc en parallèle de l'histoire qu'elle raconte dans son journal qui lui arrive avec donc Atlas, il y a aussi des écrits sur sa vie personnelle et familiale. C'est ça. C'est très important puisque je trouve que dans ce livre, les trois choses qui sont importantes, c'est non seulement l'enfance, la violence et la violence conjugale. Donc quand je parle de violence, ça concerne ses parents. Il faut savoir que Lily a un père violent avec sa maman. C'est vrai que c'est très perturbant pour elle. Et c'est là qu'intervient donc Atlas à son tour, puisque ça va être un peu son placebo quand il se passe des choses chez elle, quand elle intervient parfois, mais ça je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait tout vous dévoiler. C'est ça. Quand elle a besoin de réconfort, c'est vrai que quand il vient, donc pendant leur rendez-vous comme on vous a expliqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il est d'un soutien moral et émotionnel. C'est très important pour elle puisque ça va lui permettre d'avoir une bouée où vraiment elle souffle. Elle souffle, elle n'a pas peur, avec lui, elle se sent bien. Il l'écoute, il sait ce qui se passe parce qu'il voit, lui aussi, à son tour, de l'autre côté. Oui, mais il lui dit pas. Mais il lui dit pas. Et elle lui dit pas, elle lui en parle pas forcément. Mais non, il sait. Mais il sait. En fait, c'est très implicite. C'est même un petit peu malsain à un moment donné parce qu'on se dit mais comment ça se fait que l'un et l'autre voient chaque temps fort de leur vie et puis qu'en même temps, ils arrivent à s'apprécier et à apprécier les moments qu'ils ont ensemble justement pour ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est là pour être gentil à un moment donné dans sa vie quand il se passe des gros événements par rapport à ses problèmes familiaux. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un livre de par cette histoire très intéressant. Ça nous fait bien voir que parfois les enfants vivent des choses, mais dès lors que la porte est fermée, on s'en rend pas compte. Mais là, l'autre, il a la vue dessus. Donc on peut que le décrypter, le ressentir. Et j'ai trouvé ça très très bien. Et c'est très bien écrit aussi. La façon dont c'est fait, raconté, etc. C'est très bien écrit. De tout ce qu'on vient de vous dire, il y a donc 3 protagonistes dans ce livre. Il y a Atlas, Ryle et Lily. Alyssa est au second plan, mais elle est très importante quand même. Oui, surtout aussi par la suite. Voilà.
Il y a certaines choses dont elles vont parler, etc., qui risquent d'être, enfin, qui sont très importantes justement pour Lily. Et pour, en plus, c'est une femme, donc c'est aussi très important son point de vue. Lily est quand même une femme très douce, bienveillante. Elle voit pas le mal. Elle voit pas le mal nulle part. Pour elle, Ryle est l'homme parfait. Elle est pas très sûre d'elle quand même, mine de rien, puisque elle a quand même été chercher, pas l'assentiment d'Alyssa, sa sœur, mais elle a besoin qu'on lui dise oui, essaye, tu verras bien. Enfin voilà, de la pousser un petit peu dans ses retranchements. Mais fais attention, elle lui dit quand même. Mais fais attention, et pourtant c'est son propre frère. Voilà, c'est ça. Donc tout ça pour vous dire qu'on arrive dans la relation violente conjugale, puisque au fur et à mesure de leur vie conjugale, il s'avère que Ryle devient violent avec elle. À cause d'un petit rien en plus. C'est souvent le cas. Hein, oui, je dirais, c'est souvent le cas d'un petit rien va avoir une dimension énorme à un moment donné, mais là malheureusement ça déborde. Et surtout qu'en plus, quand il se met en colère comme ça, la première scène justement de violence finalement, c'est pour quelque chose qui va le toucher lui, puisqu'on parle de sa main, et comme il le dit si bien, ses mains sont importantes pour les neurochirurgiens, puisque c'est la main qui, enfin voilà, c'est ses mains qui vont lui permettre de sauver des vies, et en fait justement, je crois que si je me trompe pas, il se brûle, c'est ça, non? Oui, il y a un truc qui se coupe. Oui, il y a un truc qui se fait et, par rapport à ses mains, et là il devient complètement dingue. Et en fait, elle, sans faire exprès, elle rigole parce que voilà, sur le moment, c'était voilà, un petit peu drôle, on va dire. Et en fait, lui, il a pas du tout aimé le fait qu'elle se moque de lui. Et en fait, il lui en a mis une, hein, grosso modo, c'est ça. Et en fait, elle s'est retrouvée, contrainte par terre avec des je crois qu'elle avait un truc au visage. Elle avait un œil au beurre noir, je crois. Et donc, pour la première fois qu'ils se disputent et que ça devient un peu borderline, ça s'envenime. Et là, je pense que... Et là, en fait, elle prend conscience que Ryle, en fait, c'est pas du tout la personne qu'elle croyait qu'il était. Je pense que la première fois, elle se pose des questions. Pourquoi, déjà ? Pourquoi il se comporte de la sorte. C'est ça. Et elle le dit de toute façon. Voilà, elle se pose beaucoup de questions parce que pour elle c'est pas que c'est une première puisqu'elle a vu son père faire. Voilà, mais pour elle voulait, voilà, c'est une première sur elle et c'est une première par rapport à l'amour qu'elle lui porte. Donc c'est une surprise totale vu ce qu'il lui a montré jusqu'à maintenant, donc cet amour enjôleur là, cet amour parfait. C'est une surprise, mais quand même dès le départ, donc un petit peu après la première fois où il lui a mis la main dessus finalement, c'est quelques heures après je crois, ou le lendemain, qu'elle lui dit que s'il recommence, elle n'hésiterait pas à partir. Donc quand même, elle est surprise, mais elle finit quand même par se dire que voilà, c'est pas possible, qu'elle peut pas subir la même chose que sa mère finalement. Non. Et qu'elle veut pas du tout d'une relation comme ça, et qu'elle est consciente finalement de ce qui lui est arrivé, et c'est quand même, enfin, tu vois, c'est quand même un grand pas. Bien sûr. Parce que très souvent, on sait que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, par rapport aux romances que moi je lis bien souvent, on nous décrit souvent ce genre de femmes acceptantes, soumises, etc. Voilà, ça. Sauf que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Lily, elle est très bienveillante, elle est gentille, elle est, elle a un petit peu de manque de confiance en elle, mais pour le coup, elle nous la transforme en femme qui essaye de prendre sa vie en main, voilà, son destin, et qui se souvient aussi de ce qui s'est passé avec sa maman et qu'elle ne veut pas. Voilà, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Ouais, et je trouve que de là, elle nous en fait pas une héroïne guerrière, mais en tout cas quelqu'un de lucide. Une héroïne lucide et qui va prendre des décisions importantes pour elle-même et pour son avenir. On vous dira pas quoi. C'est ça. Parce que voilà, je pense qu'on en a assez parlé. Voilà, c'est à lire, c'est c'est une bonne leçon de prise de conscience, je trouve, sur la vie féminine. On peut au premier abord ne pas du tout penser que c'est ce tournant-là que va prendre cette histoire d'amour finalement, puisque très souvent dans les livres, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non. La romance, voilà, l'homme, on va dire entre guillemets, est un peu genre parfait, il lui lève pas la main dessus, ou alors si on est dans les dark romances, ils finissent que quand il les aime vraiment, il leur met plus la main dessus. Enfin bref, vous comprenez. Enfin voilà, on est vraiment dans cet univers où on pensait vraiment que ça finirait bien, on va dire, où jamais ça arriverait, et qu'on espérait justement que Lily subisse pas la même chose qu'elle subissait enfant.
finalement. Là, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous dira pas, par exemple, que c'est un happy end ou pas. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que le titre Jamais plus prend tout son sens. Exactement. Voilà. C'est vraiment dans cette relation, je dirais, un peu toxique, un peu... Ah oui, elle est toxique finalement, d'une certaine façon. C'est de l'emprise, c'est malsain même à un moment donné. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il lui mettait la main dessus, il s'excusait. Il s'excuse, il dit qu'il recommencera jamais. Voilà, c'est ça, et on sait très bien qu'en général, ces paroles, elles sont fausses, c'est pas vrai. Mais le titre prend tout son sens pour ce qui est de la terminaison de ce roman, et moi j'aime beaucoup. Bon, après, faut savoir quand même que Atlas va faire son apparition une ou deux fois dans le livre, va réapparaître dans le roman, et ça va être quelqu'un de très imposant, très déterminant. Comme la sœur de Raïl finalement. Voilà, ce sera ses deux alliés dans ce roman pour justement l'aider à aller jusqu'au bout de ses décisions et dans sa prise de conscience. Exactement. Bah moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que les thèmes sont très forts. Disons qu'on s'attendait pas vraiment à ça. Non, moi je m'attendais à une histoire d'amour un peu à la Morgane Moncomble comme d'habitude. Je m'attendais pas du tout à ce genre de thème. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise pour le coup. J'avoue que c'est ce genre de romance que certaines jeunes filles pourraient lire pour ne pas subir justement, si au cas où. Les mamans c'est souvent ça, toujours le mot au cas où. Moi je trouve que voilà, il est très avant-gardiste et je le trouve très beau, et si vous avez l'opportunité de le lire et d'aller jusqu'au bout, il y a une note de l'auteur qui est très intéressante aussi. Ça. Et moi je lui mets 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Je lui mets 5 aussi, et si je devais dire un truc de plus, c'est qu'on devrait mettre ce livre dans les mains de jeunes filles de 16 ans et même de garçons de 16 ans. Peut-être pas avant parce que c'est peut-être un peu trop jeune pour comprendre certains trucs, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de parler de ce genre de sujet dont on parle pas assez. C'est ça. Pour le suivant, ce sera Les héritières de Love and Off, tome 1 de Karina Baumann, donc aux éditions Charleston. Ce point est étonnant. Non, c'est vrai que c'est une super saga, par contre. Voilà, je dois l'annoncer, ça va plaire au plus grand nombre, je pense, cette saga, puisqu'on se retrouve dans une saga suédoise pour la petite histoire, puisqu'on se retrouve en l'occurrence à Stockholm en 1913 et jusqu'au domaine de Löwenhof qui est à quelques heures de Stockholm. Je dis Stockholm puisqu'on va suivre Agneta, donc la future comtesse de Löwenhof. Elle étudie l'art donc à Stockholm contre toute attente de ses parents, puisque vous comprenez, dans la noblesse en général à cette époque-là, la jeune fille doit faire un bon mariage, doit avoir une bonne éducation, doit faire des enfants et doit suivre ce que ses parents ont décidé pour elle. Sauf qu'Agneta, elle en a décidé autrement, elle est un petit peu rebelle, et à juste titre, puisque pour la petite histoire, elle a un frère, et ce frère, en théorie, doit être le futur propriétaire de ce domaine. Donc elle, si vous voulez, elle se dit, bon bah mon frère, c'est lui qui va hériter. Moi, j'ai pas envie de faire ce que disent mes parents, je n'aurai aucun intérêt dans cet héritage, donc je fais ce que j'ai envie. Voilà, j'ai décidé, je vais vivre ma vie, j'ai envie de faire de la peinture, donc elle s'inscrit aux Beaux-Arts, elle rencontre un jeune homme avec qui elle a une relation sérieuse, on va dire, et contre toute attente, ça va pas se passer de la façon dont elle le désire, puisqu'à un moment donné, elle va recevoir un télégramme dans sa petite vie à Stockholm, là qu'elle avait bien projeté. Bien planifié. Oui, elle était même suffragette, elle soutenait l'esprit féminin, etc. de l'époque, donc voilà, je vous dis, elle était pleine d'entrain, elle était pleine de vie, pleine d'avenir, pleine de rêves, pleine de choses. Contre toute attente, elle reçoit un télégramme qui lui dit, donc c'est un télégramme que sa mère lui envoie, Stella, c'est important pour la suite, mais je vous en parlerai peut-être dans les autres tomes, on verra. Et donc ce télégramme lui dit que son papa est décédé. Là, il y a une petite remise en question qui va s'opérer, puisque malgré sa petite rébellion, elle a toujours quand même été très attachée à son domaine, puisque bon voilà, c'est un domaine où on élève des chevaux de qualité, elle aime chevaucher, elle aime son domaine, de toute façon elle y a vécu, elle a été élevée. Oui, puis elle a ses souvenirs d'enfant, j'imagine. Elle a une petite
une grosse tendresse même pour ce domaine auquel elle est attachée. En fait, la mort de son père va tout redistribuer. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, juste vous dire un peu le début, parce que le début va faire que sa vie va changer radicalement. Elle va donc retourner donc sur son domaine pour l'enterrement de son papa, et on va lui dire à ce moment-là que son frère, comme son père est mort d'un accident d'incendie, puisqu'il y a eu un incendie dans une des dépendances du domaine, et donc son père et son frère ont essayé de sauver un maximum de chevaux, un maximum de personnes aussi, et ça a coûté la vie à son père dans un premier temps, mais ça coûtera aussi la vie à son frère, qui sur son chevet lui dira qu'il faut qu'elle reprenne Lovenhof à sa place, et qu'il faut qu'elle s'en occupe, et que voilà, elle revisite un petit peu ses idéaux du moment. Et elle va accepter? Le problème qui va se poser, c'est que, je vous dis, hein, il y a deux sentiments. Elle a envie, pas envie, elle se sent pas capable, elle n'a pas été préparée comme son frère pour reprendre ce genre de grosses structures, tout ce qui est administratif, et puis ça l'intéresse pas hein, au départ, hein, elle s'en fout, je vous dis, hein, c'est son frère qui était destiné à ça. Elle a d'autres projets. Voilà, elle avait d'autres projets, donc ça redistribue un petit peu toutes ses envies. Et contre toute attente de sa part, elle prend conscience qu'il faut qu'elle soutienne aussi sa mère, avec qui elles ont des rapports un peu assez tumultueux, pas toujours d'accord, conflictuels, exact. Donc c'est un petit peu difficile leur cohabitation au début, puisqu'elle va décider contre toutes ces idées de départ de retourner sur son domaine, d'abandonner sa vie à Stockholm. Ça va être très dur au début, hein, puisqu'elle va quand même abandonner sa vie professionnelle, donc la peinture. Elle va tout abandonner pour pouvoir gérer ce domaine. Elle va aussi être... Alors c'est important, elle va être aussi obligée, elle va être abandonnée par son compagnon du moment, puisque celui-ci ne supportera pas qu'elle fasse passer son domaine familial avant leur relation, et puis je pense que voilà, il n'était pas très content qu'elle devienne la comtesse. Oui, il voulait qu'elle reste telle qu'elle était. Quoi. Oui, lui, il voulait rester dans une petite routine bien tranquille, etc. Voilà, ça c'est le début du roman à proprement dit. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa détermination. Son ambition. Voilà, j'ai beaucoup aimé, son ambition, parce que contre vents et marées, elle va quand même administrer ce beau domaine. Il va y avoir beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup d'événements malheureux. On est quand même en 1913, en sachant quand même que la Suède, à l'époque de la Première Guerre mondiale, elle est neutre. Donc on voit survoler la Première Guerre mondiale, mais ça les affecte un peu moins, on va dire, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on survole un peu cette période-là. Si vous aimez l'historique, c'est un peu moins présent, la période sous la Première Guerre mondiale. On l'effleure, puisque on en parle. On en parle, puisque voilà, les journaux. Le domaine est assujetti à vouloir vendre des chevaux donc à la cavalerie de l'armée de l'époque, sauf que... Quelle armée? L'armée. L'armée de la Suède. Je vais pas préciser, puisque après sur la deuxième, c'est à Hitler. Bon, on en reste là, sur l'armée. Parce que voilà, la mère d'Agneta, et Agneta est tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas prendre parti du tout à ce conflit. Donc pour elle vend des chevaux, mais à titre plutôt, entre guillemets, personnel et non pas militaire. Elles veulent pas que leurs chevaux aillent sur le front. Donc elles sont pas pour la maltraitance animale. Donc, ils étaient de qualité, donc c'est pas non plus des chevaux. C'est ça. Voilà. Oui, mais on sait qu'en temps de guerre, les choses sont réquisitionnées et t'as pas le choix. Donc voilà, on va en rester là pour ce côté plutôt militaire. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les relations entre mère-fille, puisque je vous en ai un petit peu touché. Il y a aussi les relations amoureuses, forcément, puisque vous pensez bien qu'elle ne va pas rester seule à un moment donné, elle va refaire sa vie. Mais alors ça, c'est un gros événement, un gros enchevêtrement d'événements, donc je me tairai. On va savoir qui c'est, etc. Ah oui. Sachez qu'à un moment donné, elle tombera enceinte et ça redistribuera aussi pas mal de choses dans son quotidien. En tout cas, sachez que, moi, à l'heure actuelle, j'ai déjà lu les 3. Donc tu sais comment ça se termine. Je sais comment ça se termine, et sachez aussi, pour ceux qui ça intéresse, c'est que chaque
tome nous définit une femme en particulier de la famille. Donc là, sur le premier, c'est Agneta. Sur le deuxième, ce sera Mathilda, sa fille. Et sur le troisième, ce sera Solveig, la petite fille. Donc de génération en génération. Voilà, on voit les générations en génération. Donc on voit toujours Agneta dans les autres. Elle intervient toujours. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un vrai roman familial, sous fond historique quand même si elles ne sont pas d'accord. Et voilà, donc c'est vraiment une très très belle saga. Moi j'aime beaucoup l'écriture, j'aime leurs sentiments, j'aime ces hommes qui interviennent aussi dans sa vie au fur et à mesure, aussi bien en tant qu'amis ou aussi bien en tant qu'amoureux, on va dire. Donc voilà, j'ai tellement de choses à vous dire que voilà, non, je pense que j'ai fait le tour pour pas trop vous spoiler. J'y mets 5, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu et franchement ça changeait un petit peu justement de raconter, parce que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc du côté allemand, je vous ai parlé souvent du côté français, et là c'est vrai que du côté suédois, bah, ça change un petit peu. C'est ça, c'est un peu donc, tout neuf. Voilà. Bon après les traditions, je dirais de la noblesse sont toujours plus ou moins les mêmes. Puisque bon, voilà, par rapport aux coutumes ancestrales, c'est le fils qui reprend le domaine, la jeune fille doit faire un bon mariage, etc. Donc les clichés sont toujours plus ou moins les mêmes, mais c'est vrai que sous un autre aspect, puisque vous voyez que historiquement, la Suède étant un pays plutôt neutre, donc il y a des donnes qui changent. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et 3. Donc moi pour le prochain, c'est une suite de saga, c'est le tome 3 d'un palais d'épines et de roses, mais c'est un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Donc sachez que comme le deuxième, je l'ai beaucoup aimé parce que dans celui-là, en fait, nous avons la fameuse guerre avec le roi d'Hiberne. Donc dans celui-là, voilà, tout le monde se prépare à la guerre. On a compris que Rhysand et Fëir, ils s'aimaient beaucoup, voilà. Ce n'est plus une nouveauté, voilà. On est très contents, enfin de mon côté, je sais que je suis très contente qu'ils soient ensemble, voilà. Ils se sont bien trouvés et ils partagent certaines valeurs. D'ailleurs, on aime bien les valeurs que Rhysand il a et la façon dont il la traite. Voilà, c'est vrai que c'est très important. Mais sur ce tableau, évidemment, il y a des choses que je vais vous taire parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai pas besoin de vous dire et parce que sinon je vais vous gâcher aussi la découverte. Mais sachez que nous retrouvons Nesta et Hélène. Je pense que c'est Hélène, même si ça ne s'écrit pas exactement comme ça. Comme le vrai prénom, je vais y arriver. Ce sont les sœurs donc de Fëir et je ne vous dirai pas comment elles sont passées du statut de mortelle à celui d'immortelle. Donc, autour de ça, il y a toute une histoire, je crois que c'est dans la fin du 2 ou dans le début du 3 qu'on nous raconte ceci, et du coup qui va propulser justement cette guerre et qui va les amener justement à vouloir tuer le roi d'Hiberne. Et en fait, dans celui-là, justement, on va nous narrer la fameuse guerre. Je sais, je répète beaucoup le mot guerre, mais c'est très important parce que il faut savoir que j'ai beaucoup aimé la façon dont on nous l'a raconté, les événements, les guerriers comme Cassian qui est quand même le général de Rhysand, la façon dont ils affrontent les autres, enfin le peuple d'Hiberne, enfin les soldats d'Hiberne fait arriver, et aussi les créatures entre guillemets, pour pas citer qui, qu'ils arrivent à avoir entre guillemets de leur côté pour combattre justement l'armée en face d'eux, ce que Fëir, Nesta et Hélène vont faire. On a même la réapparition de leur père, je ne vous dirai pas comment ni pourquoi. Il y a des alliés, enfin des ennemis qui deviendront des alliés sur certaines à cause de certaines choses, voilà, on va comprendre comment, mais il y en a d'autres qui vont rester des ennemis au roi et qui seront alliés au roi d'Hiberne aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de trahisons, plein de découvertes finalement, puisqu'on a quand même l'apparition des autres grands seigneurs, des autres cours justement, ce qui est très intéressant puisqu'on a quand même cette diversité de personnes. Diversité de thèmes, puisqu'il n'y a pas que leur histoire d'amour, il y a aussi donc la guerre, comme tu l'as dit. Oui.
Il y a des vengeances, il y a des trahisons, Oui. il y a sûrement des Il y a secrets. tout, en fait, dans ce tome-là, il y a tout ce tout ce que moi j'aime personnellement dans la fantasy et même dans la romantasy, c'est-à-dire ce côté très des guerres de clans, des guerres de territoire, de la guerre, voilà. Mais en même temps, il y a de la trahison, des mensonges, des vérités, des découvertes, des amours, des amitiés, comme Amren finalement, puisque c'est aussi un personnage très important du côté de Rhysand et Fëir. Vous saurez pourquoi si vous lisez la saga, mais voilà, c'est vrai qu'on découvre plein de gens, plein de personnalités différentes qui sont très bien écrites et qui nous donnent envie d'en savoir plus sur eux, de les découvrir à chaque fois en fait. Et je sais du coup comment se finit la guerre. Et voilà, alors je vais pas trop vous en dire, je vais rien vous dire d'ailleurs par rapport à la guerre. Est-ce qu'ils la gagnent? Comment ils arrivent à tuer tous ces gens, enfin tous ces soldats, tous ces ennemis? Est-ce qu'ils y arrivent ou pas? Je vous dirai pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que mon chat fait ses griffes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à la fin, il se passe un petit événement où j'ai eu vraiment très très peur pour le coup. J'ai cru que on allait nous le faire mourir. Je ne citerai pas qui c'est, mais j'avoue que j'ai eu très très peur à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai eu peur aussi pour quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup et voilà. Donc je vais pas vous en dire, mais je lui mets 5. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai déjà lu celui d'après, donc le 3.5 et le 4, et j'avoue que c'est toujours aussi bien. Voilà, même si on nous raconte d'autres points de vue aussi, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a envie de savoir les autres personnages. Donc je pense que j'ai pas besoin de trop de m'étaler puisque c'est quand même un tome 3. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai adoré, j'adore cette saga. Et que c'est toujours aussi bien. Et c'est toujours aussi bien, voilà. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Nous, on est très contents de nos lectures et de vous les avoir partagées. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les liens sont en description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye.